Bon, alors donc, je rappelle que la dernière fois, j'avais parlé de l'invariant d'Artin-Mumford. Donc, il y a différentes versions. Les versions topologiques. Donc, ça consistait à prendre un x sur c, donc lisse, et à prendre la torsion de la cohomologie entière de x. Et ça, c'est aussi le groupe de Brouwer topologique. En fait, la version plus générale, alors il y a le groupe de Brouwer analytique. Donc, là, par la suite exacte exponentielle, il s'envoie surjectivement comme ceci. Là, donc ça, c'est le groupe de Brouwer analytique. Pardon, il faut mettre la torsion ici. Et puis, le groupe de Brouwer analytique, c'est la même chose que le groupe de Brouwer algébrique. Si par Gaga, si X est projective. Donc, ce groupe de Brouwer, je vous rappelle que c'était. Bon, vous prenez par exemple des fibrés en PR, l'obstruction à ce que ça vienne, ça soit construit comme le projectifié d'un fibré vectoriel complexe. Et donc, cette obstruction, elle peut être de nature topologique, analytique si on regarde le groupe de Picard analytique, et algébrique. Et donc, le point important pour nous, c'était que ces invariants, alors d'abord, on avait vu que ceci était une égalité, bon, ça résulte de la suite exacte exponentielle. Si x est rationnellement connexe, en fait, la seule chose dont on a besoin, c'est de savoir que h2 de xo est trivial. Donc, en particulier, si x est rationnellement connexe. Et on avait vu que c'était un invariant birationnel stable. Alors, il faut faire très attention quand on dit ça. C'est un invariant birationnel stable de x projective lisse. Là, donc, alors maintenant, je voudrais vous décrire un autre invariant qui est assez facile à introduire géométriquement, qui va être aussi un invariant birationnel stable. Donc, avec, bon, je ne sais pas pourquoi on l'a noté Z4 de X, donc ça sera, alors encore une fois, X est lisse sur C. Donc vous prenez la cohomologie entière de Betty de X, et vous prenez le quotient de ça par sa partie, la cohomologie algébrique. Donc ça, c'est le sous-groupe. Le sous-groupe engendré par... Non, excusez-moi, c'est pas du tout ça. Avec la torsion. Et donc là, ici, c'est le sous-groupe engendré par les classes de cycle, donc Z. Donc on prend pour Z contenu dans X de codimension 2, on peut définir la classe de Z. Donc, alors si X est projective, d'une manière si X est projective, vous pouvez définir Z comme le dual au sens de Poincaré de la. Donc on va dire, on va utiliser J cette inclusion, J étoile de la classe fondamentale, à ce moment-là Z est compact, il faudra une classe fondamentale. Donc, donc ça, ça vous donne une classe d'homologie de degré 2n-4. Vous la poussez et ensuite vous prenez le... Bon, il y a toutes sortes... Alors, en fait, une des conséquences de ce que je vais raconter aujourd'hui au sujet de la théorie de Bloch-August, c'est de donner en fait une nouvelle définition de la classe fondamentale. Enfin, voilà, donc c'est ça l'invariant qu'on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'on
Donc, qu'est-ce qu'on va en dire d'abord? On veut montrer que c'est un invariant birationnel stable. Alors, encore une fois, de x projective lisse. Et cet invariant-là, il n'est pas invariant, enfin, je dirais, on ne garde pas la même chose lorsqu'on se restreint à un ouvert. Donc, c'est certainement, si je n'impose pas que x est projective lisse, ce n'est pas un invariant birationnel stable. Donc, alors peut-être pour. Il y a un petit lemme intermédiaire, c'est que. Bon, ça c'est pas crucial, mais je pense que ça a son intérêt. C'est que, en fait. Bon, l'avantage de cette présentation, c'est que ça n'a pas recours à la théorie de Hodge. Donc on voit tout de suite qu'en remplaçant cette théorie cohomologique par une autre, par exemple l'homologie étale, on aura toujours cet invariant-là. Mais nous, si on est sur C, donc on sait qu'il y a plus de structures ici données par la théorie de Hodge. Et donc le lemme, c'est que Z4 de X, c'est aussi égal à leur... bon, là, il faut savoir que H4B de XZ algébrique, les classes de cycle algébrique, c'est contenu dans l'ensemble des classes de Hodge entières. Donc ça, c'est l'ensemble des classes de cohomologie entières qui sont, lorsqu'elles sont poussées vers la cohomologie à coefficients complexes, sont de type 2,2 dans la décomposition de Hodge. Et bon, bah, cette inclusion, elle est bien connue. Il faut regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des formes différentielles. Et donc, bah, le lemme, c'est que le Z4 de X peut aussi se calculer comme la torsion du quotient de l'espace des classes de Hodge entières par les classes, le groupe des classes algébriques. Alors la raison est très simple. L'inclusion voilà, donc on a notre invariant initial comme ça. Bon, l'inclusion ici, elle est évidente, elle vient simplement de l'inclusion de HDG dans H4. Et dans l'autre sens, si vous prenez une classe de torsion ici, ça veut dire que c'est une classe alpha telle qu'un multiple de alpha soit algébrique. Mais à ce moment-là, votre classe de alpha, elle est une classe de Hodge, et donc vous avez l'inclusion comme ceci. Voilà, donc on a ça. Et donc maintenant, montrons la proposition. Ce que j'avais expliqué au tout début, c'est que pour montrer qu'une quantité est un invariant birationnel d'une variété projective lisse, il suffit de montrer que c'est un invariant birationnel stable, il suffit de montrer qu'elle est invariante. Donc il suffit de voir que cette 4 de x ne change pas. Si on remplace x par x croix PR, ou si on remplace x par un éclaté. Alors ici, le x... voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc si je regarde les classes de Hodge entières, en fait, là ce que va montrer la démonstration, c'est que cet invariant-là, sans mettre la torsion, c'est un invariant birationnel stable. Donc ici, donc, pour la première opération, là, bon, on a les formules habituelles, c'est simplement la décomposition de Kunet. Voilà, HDG4 de XZ, tiré en avant par la première projection, plus HDG2 de XZ, tiré en avant par la première projection, et alors ensuite on fait le produit avec la classe qui vient de C1 de O de 1, plus éventuellement un terme HDG0 de XZ, et ce terme-là apparaît pour R supérieur ou égal à 2. Et donc maintenant, ce qui se passe, c'est que c'est le théorème de Lefschetz sur les classes 1,1.
qui nous dit que ceci est algébrique, et ceci est bien sûr toujours algébrique. Et donc la conclusion, c'est que tout ce qu'on a ajouté comme classe de Hodge, ce sont des classes algébriques. Et donc finalement, on trouve que modulo les classes algébriques, eh bien, on trouve l'égalité. Voilà, donc ça c'est pour cette opération-là. Et puis l'argument est exactement le même pour les éclatements. Donc là, je fais HDG4 de x tilde éclaté le long de z. Et ça, c'est HDG4 de xz, tiré en arrière par l'application d'éclatement. Ça. Et puis plus, et puis il y a des termes qui viennent, donc HDG2 de z. Donc là, c'est tiré en arrière le long du diviseur exceptionnel et ensuite poussé en avant du diviseur exceptionnel vers l'éclaté. Plus éventuellement, et ce terme apparaît que si si la codimension de z est au moins 3. Donc on a cette égalité et même argument qu'avant, ces choses-là sont algébriques par Lefschetz. Voilà, donc ça explique pourquoi on a un invariant birationnel stable. Oui, je voudrais quand même peut-être expliquer le lien de cet invariant avec la conjecture de Hodge. Dans la réalité, comme vous l'avez vu, ça n'a finalement pas grand-chose à voir avec la conjecture de Hodge, puisque la conjecture de Hodge, elle concerne précisément les classes de Hodge rationnelles, alors que ce que mesure cet invariant, c'est au contraire quelque chose qui est un phénomène subtil qui concerne les classes à cohomologie entière. Mais bon, il y a quand même une chose à dire. Donc, eh bien, en fait, on peut formuler la conjecture de Hodge pour x, alors x lisse et projective en degré 4. Bon, elle dit que les classes de Hodge rationnelles, un coefficient rationnel, sont algébriques. Donc, on peut le formuler en disant que HDG4 de xq est égal à H4 de xq alg. Et donc, c'est ça, c'est l'énoncé de la conjecture. Et ça équivaut à dire que le HDG4 de xz, enfin le quotient qu'on a écrit là-bas, ce quotient-là est de torsion. Voilà. Donc la conclusion, c'est que ce qu'on attend, c'est qu'en principe, on n'a pas besoin de mettre ce torse ici, et que le Z4 de x, c'est exactement le groupe qui mesure le défaut de la conjecture de Hodge à coefficient entier. D'accord ? Donc voilà, et ça tout à fait indépendamment de savoir si X a des propriétés spéciales, rationnellement connexes, etc. Alors il y a justement, il se trouve que les variétés qui nous intéressent, ce seront dans le cadre du problème de Lurot ou différentes versions du problème de Lurot, ce sont des variétés rationnellement connexes. Et donc il y a une proposition qui est classique, qui a en tout cas des versions antérieures classiques. En fait, je reviendrai sur ce genre d'énoncé dans le cadre de Bloch-Srinivas et des compositions de la diagonale. Donc il y a des ancêtres sous la forme de résultats de Comté à Mureux, et puis Bloch-Srinivas. Donc si X justement est rationnellement connexe,
alors le X satisfait donc la conjecture de Hodge en degré 4. Donc, quand j'ai la conjecture de Hodge, c'est bien sûr c'est la conjecture de Hodge, coefficient rationnel. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de distinguer ces différentes définitions. Alors je peux montrer ça. Alors, oui, pour montrer cette proposition, il y a un petit lemme qui est pas inintéressant en soi. Donc, je prends alpha, je prends x projective lisse. Et je prends alpha, une classe de Hodge. Donc le coefficient rationnel sur x. Alors je dis que donc, voilà. Alors alpha est algébrique si seulement si il existe un ouvert de Zariski dense tel que alpha s'annule sur U. Donc alpha restreint U égale 0 dans, bien sûr, la cohomologie de... Bon, là c'est une classe de Hodge, mais en particulier c'est une classe de cohomologie de Betti, et donc ça va se restreindre là-dedans. Alors la raison... ce résultat, alors, je pense que là, la preuve que je vais donner utilise finalement des choses assez substantielles en théorie de Hodge. Je ne sais pas si j'ai l'impression que ce qu'on va raconter sur la théorie de Bloch-August va donner peut-être une preuve plus simple de ça. Mais bon. Et donc, enfin, faisons une preuve plus ou moins classique. Donc, démonstration du lemme. Donc, j'appelle D mettons que ce soit un diviseur, donc le complémentaire de notre ouvert U. Donc, mon hypothèse que alpha restreint à U égale 0 équivaut à dire que alpha est supporté sur D, c'est une classe de cohomologie à support dans D, et à ce moment-là, ce que nous dit de ligne, c'est que, alors là je vais appeler D tilde une désingularisation, et puis je vais appeler, mettons J, c'est toujours J, enfin, le morphisme de D tilde vers, pardon, c'est, donc ce que je vais appeler J, c'est le morphisme naturel composé vers X. Voilà, il faudrait appeler J tilde. En tout cas, ce que nous dit de ligne, c'est que, bon, a priori, là, la condition, c'est juste que alpha, ça vient d'une classe supportée sur D, donc en homologie, ça supporté sur D. Mais ce que dit de ligne, c'est des conditions de pureté, des arguments de structure de Hodge mixte, c'est qu'en fait, la classe alpha vient d'une classe sur D tilde, pas un morphisme de Gysin. Et c'est crucial dans cet argument qu'on utilise les coefficients rationnels parce que c'est faux au coefficient entier et précisément c'est le défaut de la conjecture de Hodge à coefficient entier qui va montrer que c'est faux au coefficient entier. Donc ce que nous dit de ligne, c'est que notre alpha, c'est J étoile bêta pour un bêta dans, a priori dans H2 de D tilde Q. Mais en fait, on sait un peu mieux après avec des arguments. Il faut voir que le J tilde étoile est un morphisme de structure de Hodge. Donc en fait, on peut supposer comme alpha donc, est une classe de Hodge. En fait, on peut supposer que bêta est une classe de Hodge sur des tildes.
Et donc, encore une fois, Lefschetz, le théorème de Lefschetz sur les classes 1,1 va me dire que bêta est algébrique. Et donc, bien sûr, ça entraîne que alpha est algébrique. Voilà, donc on a le lemme. Et maintenant, et bien du coup, la preuve de la proposition. Donc, donc notre X est rationnellement connexe. Donc, une manière de le dire, c'était la manière dont j'avais défini rationnellement connexe au début, c'est qu'il y a un B, là je peux supposer que ce B est lisse projectif. Il y a une application seulement rationnelle dominante de B croix P1 vers X. Enfin, dominante, et surtout, la propriété importante, c'est que si je prends le transformé propre de B croix à l'infini, ça va être envoyé, donc je vais appeler ça phi l'infini. Donc ceci est dominant. Tandis que si je fais la restriction à B croix 0, eh bien ceci est constant. Donc là, je suis en train de dire que tous mes P1 passent par le même point X. Voilà, alors maintenant, donc maintenant on a donc évidemment, normalement il faut éclater. Voilà, donc on prend les transformés propres de B croix à l'infini, B croix 0 dans l'éclaté de B croix P1 qui rend ce morphisme phi bien défini. Et donc, alors peut-être le comme ça. Ceci, c'est dominant. Et donc maintenant, par un argument facile de trace, pour montrer que alpha est algébrique, il suffit de montrer que son tiré en arrière est algébrique, parce qu'après, on a un poussé en avant quand on compose par... il suffit de montrer que phi infini tilde étoile de alpha est algébrique. Pourquoi? Parce que ici, on peut supposer que c'est dominant de degré n. Et puis, on a à ce moment-là un phi infini tilde étoile en bas. Comme ça. Et la composée, ça va être n fois l'identité. Donc, si c'est algébrique au-dessus, ça va être algébrique en bas. Voilà. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que dans je prends un ouvert U, là, donc un ouvert sur lequel le phi est un morphisme, enfin, tel que phi est un morphisme sur U croix P1. Ça existe, ça c'est toujours ce que j'ai raconté, le fait que le lieu d'indétermination d'un morphisme, c'est en codimension 2. Donc il y aura toujours plein de P1 qui ne vont pas rencontrer le lieu d'indétermination. Donc ça va me donner un ouvert dans B. Et donc, alors maintenant, ça veut dire que dans... Bon, ça, ces deux choses-là, elles ne sont pas forcément isomorphes, ce sont deux éclatements différents, mais en fait, ça veut dire que j'ai un U comme ceci, qui est le même, et où je n'ai pas besoin d'éclater. Et sur ce U, d'accord, donc U, c'est là. Et sur ce U, eh bien, le phi infini étoile et phi 0 étoile sont égaux, puisque le phi infini est un morphisme, et je restreins à U croix 0 et U croix infini. Et donc, donc ça c'est une égalité de morphisme agissant sur les classes de cohomologie de degré 4 de X. Or, comme phi 0 est constante, ceci c'est 0 sur H4 de X, X je sais Q plutôt.
Voilà. Et donc, c'est fini, parce qu'on a montré que notre classe, notre classe, phi infini til étoile alpha, restreint à U, est égal à 0, puisque c'est la même chose que ce... Et donc, on applique le lemme et on conclut que cette classe est algébrique. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur cet invariant Z4. Et maintenant, ce qu'on va faire dans le reste de ce cours, c'est d'expliquer ce que c'est que la cohomologie non ramifiée et de montrer que, en fait, les deux groupes qu'on a rencontrés, savoir l'invariant d'Artin-Mumford et cet invariant Z4, en fait, ce sont les deux premiers groupes de cohomologie non ramifiée à coefficient dans Z. Donc en fait, il y a toute une série, et ceux qu'on a décrits géométriquement, c'est juste les premiers invariants d'une série. Donc là, le but, c'est ça. On va définir HINR de XA. Là, on va le faire dans le cadre de variété complexe, mais franchement, la traduction algébrique au cadre de cohomologie étale n'est pas du tout problématique. C'est juste que ce qui est agréable quand on fait de la géométrie complexe, c'est qu'on peut faire de la topologie au sens usuel. Si vous voulez faire de la cohomologie étale, ça va être des sites, des choses un peu plus olé-olé, mais bon. Je pense que la traduction n'est pas trop problématique. Donc on va introduire ces groupes. A, ça sera n'importe quel groupe, ça sera un groupe abélien de coefficients. Alors quand je dis ou, je devrais dire plus précisément que cette notion a été introduite par Colliot-Hélène et Jean Buren, alors à la fin des années 80, il me semble que c'est ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un invariant birationnel stable si, encore une fois, x est projectif de x projectif lisse, c'est-à-dire qu'il faut avoir un modèle projectif lisse pour pouvoir exhiber l'invariant. Donc ça, et puis surtout, ce qu'on va montrer, c'est que pour x rationnellement connexe, les invariants d'Artin-Mumford, donc torsion de H3B de XZ, l'invariant d'Artin-Mumford, c'est la même chose que la cohomologie non ramifiée de X à coefficient dans Q sur Z. Alors, il faut mettre des coefficients de torsion ici, parce que pour les variétés, ça c'est vraiment quelque chose de très, très important, on va voir que pour les variétés rationnellement connexes, la cohomologie non ramifiée à coefficient dans Z, par exemple, est nulle. On aurait pu imaginer qu'il y aurait de la torsion intéressante, mais en fait, il n'y en aura pas. Et donc, c'est vraiment la cohomologie non ramifiée à coefficient de torsion qui fournit des invariants birationnels stables utiles. Et l'autre, c'est que le Z4 de X que j'ai introduit projectif lisse, le Z4 de X que je viens d'introduire, c'est le groupe suivant. Donc, la conclusion, c'est que ce groupe, en fait, mesure le défaut de la conjecture de Hodge entière pour des variétés rationnellement connexes. Voilà, donc c'est ça le programme. Alors, il y a
il y a vraiment de grandes théories derrière, des grandes théories et des grands noms. Donc je vais décrire un peu les grands théorèmes et ensuite comment on en déduit finalement des conséquences géométriques. Donc essentiellement, ce qu'il va y avoir, c'est la théorie de Bloch-Huggels. Je pense que j'en ai déjà parlé il y a 2 ans, mais c'est assez formidable comme outil. En fait, la théorie de Bloch-Huggels, il faut la voir un peu en parallèle avec ce qu'on fait Gersten et Killen en K-théorie. Donc en fait, ils font pour la K-théorie, pour la cohomologie, un analogue de ce qui avait été fait par Gersten-Killen pour la K-théorie. Et puis après, les noms importants, les contributions récentes qui ont fait finalement avancer la compréhension de ce genre d'isomorphisme, c'est, on dirait, Rost et Vojevodsky, via la conjecture de Bloch-Kato. Alors bon, je vais vous expliquer les énoncés. Il y a pas de foi qu'il y a des tas de preuves qui ne sont simplement pas leur place ici. Puis après, j'expliquerai comment on va utiliser tout ça. Alors, donc la théorie de Bloch-Huggels, c'est quelque chose d'absolument formidable. On a envie de dire, il suffit d'y penser. Et puis, on se dit même que c'est vraiment la clé pour étudier toutes les grandes conjectures sur les cycles algébriques. Mais curieusement, ça a été fait dans les années, je crois que il me semble que c'est 1960, fin des années 70. Et au bout du compte, ça n'a pas eu tant de conséquences que ça. Je pense que c'est seulement maintenant, à coefficient de torsion, que ça donne plein de choses parce que c'est combiné avec cette conjecture de Bloch-Kato. Alors, là, comme j'ai dit, je le fais dans le cadre de géométrie complexe où on n'a pas besoin de s'embarrasser de considérations compliquées de sites. Hein. On va dire les choses de la façon suivante. On prend X lisse, donc une variété lisse complexe. Et à ce moment-là, on a 2 espaces topologiques, X1 qui est X de C, les points complexes, munis de la topologie usuelle. Voilà. Et puis X zar, qui est X de C, muni de la topologie de Zariski. Et donc, bien sûr, si je fais l'identité sur les points, moi je vais noter ça F. C'est l'identité sur les points de X, mais ça change la topologie. Et comme un ouvert de Zariski est un ouvert pour la topologie usuelle, cette application F est continue. L'identité de X de C est continue. Et donc, la théorie de Bloch-Huggels, donc on va se donner A, un groupe commutatif. Et ce que fait la théorie de Bloch-Huggels, c'est la suite spectrale de l'Euret de F à coefficient dans A. Donc, là, on applique la théorie générale de la suite spectrale de l'Euret. Et ça nous dit que on a des faisceaux HI de A, donc, qui sont des faisceaux sur, il y en a un pour chaque I, sur X zar. Par définition, c'est RI F étoile de A. Et donc, c'est aussi le faisceau
associé au préfaisceau de Zariski, qui est un ouvert de Zariski, associe sa cohomologie de Betti. Donc, un coefficient dans 1. Voilà, alors, ce que va nous dire la théorie générale de la suite spectrale de Leray, c'est qu'on a des E2PQ et puis suite spectrale qui commence à E2PQ donné par cette formule et qui, après avoir appliqué un certain nombre d'opérations différentielles, va converger vers le HT plus Q. Alors, je dit que je voulais faire ça comme notation. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va avoir des E infini PQ calculés en appliquant des différentiels à partir de ces trucs-là, qui sont donc des sous-quotients de ces trucs-là, et qui sont les gradués de l'infiltration, qui est en fait la filtration par le coniveau sur ce groupe-là. Voilà, donc ça c'est la théorie générale. Maintenant, il y a une remarque à faire sur les HI de A, qui est une sorte de remarque zéro qui ne nécessite absolument aucun ingrédient compliqué. C'est que ces HI de A sont nuls au-delà de la dimension de X. Et ça, c'est dû au fait que, eh bien, on sait que, bien sûr, pour construire le faisceau, on peut prendre une base d'ouvert affine sur X. Et si on prend un ouvert affine, eh bien, on sait que son type d'homotopie eh bien, est celui d'un CW complexe de dimension réelle au plus n. Donc, celui. Voilà, donc en fait c'est assez intéressant parce que ça nous dit, si on regarde la suite spectrale de Leray, ça nous dit déjà d'autorité qu'il y a des E2PQ qui vont être nuls, à savoir dès que Q est supérieur à N. Donc on a ça. Et puis maintenant je donne tout de suite la définition de la cohomologie non ramifiée. Donc dû à Colliot-Hélène et au Jangeren. HINR de XA, c'est H0 de X zar à coefficient dans HI de A. Donc c'est ce E2 0I, donc c'est un morceau, ça apparaît dans cette suite spectrale. E2 0. Voilà, donc bon, c'est juste une définition, et pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça va s'annuler au-delà de la dimension de X. Et maintenant, donc, ce que font Bloch, ce que font Bloch et August, c'est qu'ils vont donner une résolution, ce qu'on appelle une résolution de type Gersten-Killen, pour ces faisceaux HI de A. Qui va permettre de montrer énormément d'annulations et de montrer un certain nombre de résultats sur l'allure de cette suite spectrale. Donc, j'ajoute Gersten-Killen simplement parce que la structure de la résolution, c'est que c'est des résolutions de type Gersten-Killen.
Alors, j'introduis une notation. Donc, si je prends Y une variété, donc quand je dis variété, ça sera juste irréductible. Donc algébrique, mais irréductible. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est même pas tout Y, hein, c'est a priori juste son corps de fonction. Donc on peut remplacer Y par un ouvert de Zariski et supposer en particulier que c'est lisse. Et donc, ce qu'on va noter HI de C de Y A, ce sera la limite directe pour tous les ouverts de Zariski de Y, donc ouverts denses, de HI de. Alors je prends. Donc là, les ouverts sont de plus en plus petits, donc la cohomologie, les applications de restriction vont d'un ouvert plus gros vers un ouvert plus petit, donc on a bien une limite directe. En fait, c'est intéressant de noter que on n'est pas très loin, avec une définition comme ça, on n'est pas très loin de quelque chose qu'on pourrait faire de façon purement algébrique, parce que, bon, là, par exemple, si A est par exemple un groupe fini ou de torsion, ceci c'est la même chose que la cohomologie galoisienne de C2Y à valeur dans A. La raison, c'est que si vous prenez, alors comment ça marche? Si vous prenez pour A des coefficients finis, vous êtes sur NZ ou des choses comme ça, à ce moment-là, vous avez les termes de comparaison qui comparent la cohomologie de Betti avec la cohomologie étale. Donc vous pourrez remplacer Betti étale ici. Et la limite de la cohomologie étale ici, c'est la cohomologie galoisienne. Donc en fait, ça justifie un peu cette notation. C'est la même chose que la cohomologie galoisienne, un coefficient dans A, ce qui va d'ailleurs jouer un rôle à un moment donné. Alors, maintenant, si on a un Y contenu dans notre X, donc ce sera un fermé. Bon, je vais voir ce groupe-là, qui est simplement un groupe énorme, je vais le voir comme un. Donc, je vais le voir comme un faisceau constant. Bon, ça, je vais l'identifier. Alors, I, c'est malencontreux, je vais faire oublier ici. Donc, un faisceau sur X qui vient du faisceau constant sur Y. Si vous voulez, vous mettez sur Y le faisceau constant qui a cette fibre-là et vous le poussez. Ça serait mieux d'écrire les choses comme ça. Alors maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est de construire les résidus. Donc maintenant, je considère une hypersurface. Alors les deux seront irréductibles. Ça, c'est irréductible. Ça, c'est un diviseur. Alors évidemment, il peut se passer, là a priori, je ne sais pas si Y est lisse génériquement le long de D, mais je suppose d'abord que c'est le cas. Alors, c'est pas trop économique. Alors, bon, dans ce cas-là, évidemment, quitte à me restreindre au voisinage du point générique de D, je peux supposer que dy lisse, donc quitte à se restreindre à un ouvert de D. Et du coup, je définis le HI, le résidu,
Ça ne vaut que les ouverts, hein. Donc, les ouverts de Zariski, de Y, les petits ouverts de Zariski. Donc c'est pour ça que je peux me restreindre mon ouvert si je veux. Et ben en fait, c'est un résidu usuel, enfin, c'est obtenu par passage à la limite. Donc des résidus usuels. Donc peut-être dire précisément. Oui, donc je prends V, donc VD dans D, donc un ouvert de Zariski. Je prends V contenu dans Y, un ouvert de Zariski. Donc tel que V intersecté avec D égale à VD. Et à ce moment-là, j'ai le résidu qui va de HI de V moins VD. Voilà, alors le résidu, je rappelle que le résidu, c'est une partie de la suite exacte, ça apparaît dans la suite exacte de cohomologie relative de la paire V moins VD. On fait la cohomologie relative de ça. Donc on va avoir HI de V vers HI de V. Alors, non, donc ça fait HI de V vers HI de. Je vais peut-être l'écrire. On fait la cohomologie relative de cette paire, et puis à un moment donné, il faut appliquer l'isomorphisme de Thom. Donc ça va donner un truc comme ça, HI de V. Donc ici, on va avoir la cohomologie relative. Hein. Et ce que nous dit l'isomorphisme de Thom, c'est que ceci, c'est la même chose que HI-1 de... Enfin, ça, c'est excision, de voisinage tubulaire, des choses comme ça. Non, c'est pas comme ça. Voilà, donc on a tous ces résidus ici. Et maintenant, donc en passant à la limite sur les ouverts de Zariski, voilà, donc toutes les ouverts de Zariski, bien sûr, qui... enfin, oui... Eh bien, on va obtenir exactement, en passant à la limite directe, on va obtenir ce résidu ici. Okay. Donc on a ces résidus, et... ah oui, alors là, je n'ai pas fait le cas... Bon, le cas où Y est singulier. Parce que vous voyez, le problème, c'est que le Y, a priori, on s'intéresse seulement au corps de fonction. Donc on pourrait dire, je peux prendre un Y qui est lisse. Mais dans la résolution de Bloch-August, le Y va apparaître à l'intérieur de X. Donc le modèle est déjà donné. Donc s'il est singulier, j'ai fini singulier. Donc le cas où Y est singulier, ben, c'est très simple, on va le normaliser. Donc, bon, la normalisation, ça ne va pas changer le corps de fonction. Alors, donc et puis, donc au-dessus de mon Y, de mon D, ce qui peut se passer, c'est que là, par contre, je ne vais pas obtenir quelque chose de birationnel, mais je vais obtenir quelque chose qui est... Bon, qui est d'un certain degré, mais en tout cas, c'est qui est propre. Donc, pardon, c'est comme ceci. Mais maintenant, grâce à la normalisation, je me suis ramené au cas où j'ai quelque chose de lisse. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ça.
Là, encore une fois, on restreint tout de façon que D soit lisse. Donc là, j'ai quelque chose que je me supposais aussi que le détyle est lisse aussi. Et là, j'ai un morphisme propre entre deux variétés lisses. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est on veut construire ce résidu là, mais ça va être on va identifier donc les deux corps de fonction. Donc, ça va être comme ceci. Au-dessus, on va faire le résidu. Donc, comme ceci. Et là, comme on a une application propre entre deux variétés lisses, on va avoir un n étoile. Et du coup, on a aussi notre résidu dans cette situation. Alors, la dernière chose à dire, c'est pour construire la résolution de Bloch-Huggels, c'est le fait que, alors là je ne vais pas le démontrer, donc maintenant, on a une situation où on a deux diviseurs. Et puis on regarde Z, qui est l'intersection de ces deux diviseurs, ou plutôt une composante irréductible. Et à ce moment-là, on peut... donc on est dans une situation comme ça. J'ai le Z là, D1, D2. Bon, je pars de la cohomologie de Y, mettons, c'est défini au point générique, donc ça a des singularités le long de ces diviseurs. On peut faire d'abord le résidu le long de D2, ce qui va me donner de la cohomologie qui est définie probablement en dehors de Z, et ensuite reprendre le résidu le long de Z. Mais on peut faire l'opération dans l'autre sens, c'est-à-dire prendre d'abord le résidu le long de D1, puis le résidu le long de Z. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est que la composition de ce diagramme va anticommute. Donc, si je fais... donc ça, c'est le résidu le long de D1. Et ensuite... donc, ça, encore maintenant, c'est le résidu le long de Z. Donc, on a ceci et puis l'autre dans l'autre sens. C'est pas du tout ça, c'est H-1 et là H-2. Là, je fais le résidu le long de Z, et j'arrive là. Et bien, le fait important, c'est que ces deux composés donc diffèrent par le signe. Quoi. Alors, il faut s'en convaincre, mais bon, quand on fait des résidus avec des formes différentielles, on sait bien qu'un double résidu, un résidu, ça vient simplifier par des Z, un double résidu, ça va consister à simplifier par des Z1 extérieurs des Z2, et dans l'autre sens, le double résidu, il va consister à simplifier par des Z2 extérieurs des Z1. C'est ça la raison. Quoi. Et après, bon, il faut donner une explication. Les histoires de signes sont toujours assez pénibles. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, grâce à cette propriété, on a maintenant le complexe de Gersten-Killen-Bloch-Huggels.
bien donc, je parle de ce faisceau donc, sur X bar. Il s'envoie naturellement dans le faisceau constant. J'ai dit que tout ça, j'allais considérer ça comme des faisceaux constants sur X. Ça c'est juste donné sur un ouvert. Vous prenez l'application de restriction. Ça j'ai dit que c'était la limite directe. Comme groupe, c'est la limite directe des HI de U sur les V. Hein? Ici, c'est le faisceau associé au préfaisceau de fibres HI de U A. Et donc, on a toutes ces applications naturelles qui envoient la cohomologie sur eux vers la cohomologie des ouverts encore plus petits. Donc, en prenant le préfaisceau associé, etc., on va obtenir ce morphisme de faisceau. Et puis après, donc ce qu'on va avoir, c'est tous nos résidus, mais qu'on va écrire sous forme faisceautique en disant que, comme je l'ai dit, les HI de ces objets-là, on va les voir comme des faisceaux constants sur X, enfin des faisceaux constants supportés sur des sous-variétés fermées de X. Donc ici, je vais avoir plus pour des irréductibles de HI-1 de C2D1. Et puis on va continuer à prendre les résidus. Ici, je vais avoir peut-être que dimension de Z égale 2, alors Z irréductible, de HI-2 de C2Z1. Et à chaque fois, je vois ce gros machin comme un faisceau constant supporté sur la variété D contenue dans X. Et puis ça continue, et bien sûr, ça va s'arrêter quand on arrive à... Parce qu'à chaque fois, le degré décroît, hein, donc ça va s'arrêter à codimension de Z égale I. Et là, je vais trouver H0 de C de Z A, qui manifestement... ceci, c'est une copie de A pour chaque Z. Donc, ce qu'on a écrit ici, là, ce fait concernant l'anticommutation des résidus, ça nous dit que ceci est un complexe. Alors, ça c'est pas tout à fait vrai. Là, ce que j'ai expliqué, c'est que deux flèches consécutives à partir du moment où il y a des résidus donc, vont se composer à zéro. Hein, c'est le fait qu'on a de l'anticommutation et que quand on... Bon, là, il faut faire un petit argument, mais quand on compose les deux flèches, on va devoir additionner deux compositions successives. C'est-à-dire, si vous... Là, toutes les flèches sont évidentes. Vous donnez un D, vous donnez un Z, ça sera l'application résidu que j'ai mise. Quand on calcule la composition, eh bien on va avoir, alors là, je simplifie un petit peu, on va avoir un D, donc mettons, on va faire D, D', puis Z. Voilà. Quand on calcule la composition de deux différentiels successives, on va avoir quelque chose qui va de HI de D vers HI-2 de Z. Et en fait, il faut faire la somme des composés dans les deux sens. Donc, bon, c'est peut-être pas parfait, mais enfin, en tout cas, ça vous explique pourquoi. Donc là, on a bien D rond D égale 0, sauf peut-être ici. Mais là, ça, c'est à cause de ce que... Oui, je l'ai déjà effacé. Mais à cause de la définition du résidu. La définition du résidu, ça dit que si vous faites quelque chose comme ça, HI de U, voilà, enfin, ça dit qu'on a des résidus comme ceci, et le noyau, c'est HI de V, c'est par définition même de la suite exacte de résidus. Ça veut dire que la cohomologie qui s'étend le long de D va être annulée par les résidus. C'est ça qui explique qu'ici, on a la composée
de cette injection naturelle avec le résidu est 0. Ça vient exactement de ces suites-là. Voilà, donc on a le complexe et le théorème qui est assez difficile en fait. Donc le théorème principal de l'article, je crois que c'est 1979, c'est que ce complexe est exact. Donc il est exact, ce que je veux dire, c'est que même si j'ajoute le 0, c'est exact. Et donc de façon équivalente, eh bien, si vous prenez tout le complexe ici, donc le complexe bon, donc jusqu'à donc le complexe à partir de ce terme-là est une résolution de HI de 1. Et en fait, comme je l'ai dit, les termes qui apparaissent ici, il faut les voir comme des faisceaux constants supportés sur des sous-variétés fermées de X. Et donc, en fait, c'est une résolution acyclique, parce qu'un faisceau constant sur une variété algébrique est acyclique. Alors, acyclique, bien entendu, là, il ne faut pas oublier qu'on est dans la topologie de Tarski. Voilà, donc, oui, je vais peut-être faire... c'est peut-être le moment de faire une pause. Ah non, juste avant, je voulais quand même dire une chose. C'est assez difficile, la démonstration de ce théorème. Je voudrais juste expliquer que probablement ce qu'on peut faire soi-même à la main, sans trop vérifier leurs arguments, c'est ici, c'est pas se convaincre comment ça marche ici, mais ça dit déjà quelque chose de non trivial. Une partie de l'énoncé, c'est le fait que, ici, la première flèche est une injection. Hein, mais qu'est-ce que ça dit Si on réfléchit bien à la définition de ce faisceau, ça dit la chose suivante. En fait, c'est un énoncé de mobilité pour le support de la cohomologie. Pourquoi? Parce que ça dit la chose suivante, soit U, donc mettons un ouvert, soit alpha, une classe de cohomologie de Betti sur U. Supposons que alpha s'annule sur un ouvert plus petit. Alors, eh bien, l'ouvert U, donc un recouvrement, par des ouverts de Zariski, bien sûr, tel que alpha restreint à UI égale 0. C'est exactement ça que ça dit, parce que quand on prend une classe, on prend une section ici, on prend une classe de, au niveau du préfaisceau, on prend une classe de cohomologie. Dire que ça s'annule là-dedans, ça dit exactement que ça s'annule sur un ouvert de Zariski plus petit. Et dire que ça s'annule dans le faisceau, par la définition du faisceau associé au préfaisceau, c'est exactement dire que le U est couvert par des ouverts sur lesquels la classe s'annule. Donc c'est ça l'énoncé. Or, ça, c'est exactement un théorème de mobilité du support, parce que, si vous voulez, si vous écrivez la suite exacte
de cohomologie relative, vous voyez que le noyau, ici, HU de... Le noyau de... Bon, bah, c'est de la cohomologie à support. Donc ici, je vais mettre... Donc ça, c'est D, c'est... Donc dire que ça s'annule là-dedans, c'est dire que ça vient de la cohomologie à support dans D. Et ce qu'on est en train de dire en couvrant notre U par des ouverts sur lesquels la classe s'annule, c'est qu'on peut choisir... Non, on n'a pas dû faire ce I, c'est vraiment pas bon. Je suis en train de dire que je peux bouger le support, m'arranger pour que le support passe évite n'importe quel point, quoi. Donc c'est un théorème de mobilité du support, et vu comme ça, le théorème de mobilité, on voit bien un peu ce qu'il faut faire. Grosso modo, on a notre D. Alors évidemment, le problème, c'est qu'il est peut-être singulier, mais imaginons qu'on puisse le déformer un petit peu en préservant les singularités. On voit très bien qu'on pourrait déplacer le support. Donc il faut jouer là-dessus. Je pense que ça, on peut y arriver tout seul. Le reste, la démonstration est quand même assez difficile. Voilà, donc après, je vais vous expliquer comment on va utiliser simplement cette résolution. On l'a et on peut dire plein de choses avec, simplement en regardant son allure, quoi. Voilà, on peut faire une pause de 5 minutes ou quelque chose comme ça. Voilà, donc maintenant, on tire les conséquences immédiates. La première conséquence, c'est évidemment quand on a une résolution acyclique, eh bien, les groupes qui nous intéressaient, à savoir les E2PQ, c'était donc le premier terme apparaissant dans l'insuite spectrale de l'Euray Bloch-Gauss. Donc c'était HP de X zar, peut-être A. Donc HQ de A. Et ça se calcule, puisqu'on a une résolution acyclique, on va juste prendre les sections globales dans ce complexe. Et donc, on va trouver plus pour codimension de Z égale P de HQ-P. Alors, donc, c'est pas du tout ça, c'est KR. Voilà, on prend les sections globales et on prend la cohomologie du complexe des sections globales. Donc, voilà, donc on a ça. Ici, on prend les résidus. Voilà. Ici, HQ-P-1. Et à chaque fois, je dois prendre des Z irréductibles. Là, et puis, modulo l'image de ce qui précède. Donc on a cette formule, et donc en particulier, eh bien, si je fais tout simplement pour P égale 0, je trouve que HINR de XA, donc c'était H0 de X zar à valeur dans HI, c'est le noyau de HI de C de X A. Et ici, je vais mettre. Vous prenez une classe de cohomologie qui est définie au point générique, et il faut qu'elle soit dans le noyau de tous les résidus. Donc, ici, je vais mettre HI-1 de C de D.
Et donc, ceci va nous... Alors, peut-être garder ça pour l'instant. Alors maintenant, ça va nous dire immédiatement corollaire que HINR de XA est un invariant birationnel de X, maintenant projective et lisse. Jusqu'ici, X était seulement lisse, ça c'est une nécessité pour avoir la suite, la résolution de Bloch-Huggins, mais on n'avait pas du tout fait l'hypothèse de projectivité. Mais là, pour cet énoncé, on veut que ce soit un invariant birationnel de X projective et lisse. Et l'argument est exactement celui que j'avais donné pour, par exemple, les formes différentielles. Je vous rappelle qu'il y avait ce lemme. Donc, un lemme. Donc, on avait un invariant comme ça, U associé à 2U. Donc défini par exemple sur les variétés, mettons lisses sur C, mettons un contravariant. Et on avait dit que si les flèches de restriction donc, sont injectives pour lorsque vous passez à un ouvert de Zariski, les deux, c'est un isomorphisme lorsque, donc sous les mêmes hypothèses, mais codimension de V-U est supérieure ou égale à 2, alors A de X est un invariant birationnel. Mais évidemment, ici, il faut mettre pour X projectif lisse. Donc on avait vu ce petit lemme, et c'est exactement ça qui va s'appliquer ici, parce que vous comparez donc, la démonstration du corollaire, c'est que tout simplement le lemme s'applique. Pourquoi le lemme s'applique? Parce qu'on a la formule qui est ici. Si on remplace X par un ouvert, on ne va pas changer le corps des fonctions, C de X et C de U, ce sera la même chose. Donc la cohomologie non ramifiée de X va s'injecter dans celle de U. Et maintenant, si on passe à un ouvert dont le complémentaire est au moins 2, eh bien on ne va pas changer ce terme-là, puisqu'on ne va pas changer les points de codimension 1. Du coup, voilà, ce sera le même noyau. Donc en fait, le lemme s'applique exactement, et c'était pour ça d'ailleurs que à ce moment-là, on ne voyait pas trop l'intérêt de faire ça pour les formes différentielles, puisque ça ne donnait pas un invariant très substantiel. Mais là, c'est vraiment la même machine qui nous donne, ça. Voilà, donc on a ça. Alors maintenant, il y a d'autres conséquences purement formelles de la résolution de Bloch-Huggins. Donc là, est-ce que j'ai encore besoin de ça? Oui. Donc, autre conséquence. D'abord, il y a une chose très simple, c'est que E2 PQ est égal à 0 pour P supérieur à Q. Bon, ça c'est clair d'après la formule qu'on a ici, tout simplement parce qu'on a fait une résolution de HQ, qui est une résolution acyclique, qui est de longueur P, de longueur Q, pardon.
Voilà, donc ça c'est vu. Et maintenant, il y a vraiment une conséquence tout à fait fondamentale, genre indépendamment de... Bon, j'ai dit que cette théorie permettait de redonner une construction de l'application classe de cycle. Mais indépendamment de ça, il y a ce qu'on appelle la formule de Bloch-Auguste qui est vraiment très importante donc, actuellement en théorie des cycles algébriques. Je pense qu'elle joue un rôle fondamental dans le travail d'Ayoub actuellement. Donc maintenant, je ne sais plus trop où on en est. Bon, je crois qu'il ne vaut mieux pas que je me lance dans des numérotations. Parce que, voilà, donc, en tout cas, une autre conséquence, ça va être la chose suivante. Donc, on regarde le terme. Alors, oui. Ou plutôt, c'est une considération complètement formelle. On a ce E2, on a cette annulation. Et donc ça va nous dire que le terme le plus profond dans la suite spectrale, ça va être le E infini pp. Hein, on ne peut pas aller plus loin dans la suite spectrale, donc le E infini pp, c'est le premier gradus, mais en fait c'est un sous-machin. Donc H de P, donc dt de XA. Maintenant, ce E infini pp, ça va être un quotient de E2 pp. Pourquoi parce que, tout simplement parce que si vous prenez les flèches, les dr, ça va augmenter le premier indice, diminuer le second. Or, on a vu qu'on a ces annulations. Donc, on a une situation comme ça. Maintenant, on applique le A, et A nous dit que nous donne ce qu'on appelle la formule de Bloch-Auguste. Dit la chose suivante. Je prends donc le terme justement E2pp. Alors là, je vais le faire coefficient. Bon, je vais mettre Z, mais en fait, ça marche vraiment, je pense, avec n'importe quel coefficient. Donc ça va être HP de X HP de Z. Eh bien ça, je dis que c'est la même chose que les cycles algébriques de X, de codimension P, quotientés par l'équivalence algébrique. Alors, pourquoi? Mais on regarde la formule. Donc on regarde la formule dans ce cas, donc on fait P égale Q, et ici on va trouver H0, d'accord? Donc ça nous donne une copie de Z pour chaque Z de codimension P, donc c'est exactement ZP. Hein. Ici il n'y a rien, d'accord? Donc là, ici on va trouver plus pour codimension de Z égale P d'une copie de Z, donc ça ce groupe c'est ZP. Et puis il faut voir ce qui arrive là. Et ce qui arrive là, c'est des résidus. Voilà. Donc, on a le groupe des cycles de codimension P modulo tous ceux qu'on peut obtenir comme le résidu d'une classe de cohomologie sur une sous-variété de codimension P-1. Or, maintenant, lemme... Eh bien, donc un Z, voilà, donc de codimension 1, alors là, je triche quand même pas mal parce que je ne fais pas attention aux singularités, mais un Z de alors là, on va supposer que W est lisse. Alors, on se donne un Z de codimension 1. Alors, Z, donc, Z est cohomologue à 0. Si et seulement si Z est un résidu. Voilà. Donc on a ça, et puis l'autre lemme, c'est que cohomologue à 0 pour les diviseurs, c'est la même chose que algébriquement équivalent à 0.
Donc, si vous combinez ça, vous en concluez que ici, les cycles, ce qui est dans l'image ici, dans le groupe des cycles, c'est exactement, finalement, les cycles de codimension P algébriquement équivalents à 0 dans X. Alors bon, là je triche énormément parce que je me suis ramené au cas d'un W qui était lisse. Après, il faut plonger tout ça dans X et que ça reste vrai. Mais bon, en tout cas, c'est la raison d'être de cet énoncé. Donc on a cette formule qui est assez... donc la conclusion, c'est que ici, lorsque je... Bon, là, je fais le coefficient Z. On a l'identification de ce terme E de PP comme étant donc, ZP de X modulo équivalence algébrique. Et alors maintenant, il reste à faire une chose, c'est... proposition, eh bien cette application-là, donc ici, là, si vous composez comme ceci, en fait, ce n'est rien d'autre que l'application classe de cycle. Donc, le composé que j'ai ici, là, et en fait, ce n'est pas difficile du tout, parce que, enfin, pas difficile. Ça peut essentiellement pas être grand-chose d'autre, parce que vous regardez comment c'est construit, c'est très facile de voir que si vous composez avec l'application de restriction à x.z, vous allez tomber sur 0. Donc, ça veut dire que quand vous partez d'un, je vous parle d'un z qui est ici, d'accord, d'un z de codimension 2, vous allez avoir cette classe-là, vous allez aboutir ici. C'est très facile de voir que la classe qu'on obtient, elle s'annule dans le complémentaire de Z. Or, on sait bien que l'application de restriction ici, elle a pour noyau, si Z est irréductible, essentiellement la classe de Z. Ce que dit cet argument, c'est que ce qu'on obtient, ça va être un multiple de classe de Z. Donc après, il faut réfléchir un petit peu pour montrer que ce multiple, c'est bien la classe de Z elle-même. Mais en tout cas, formellement, par la construction, ça doit être un multiple. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que ce formalisme nous donne une sorte de vision de la classe de cycle à travers cette suite spectrale. Alors, donc, justement, ça va être important dans ce que je vais raconter maintenant. Alors là, je pense que c'est essentiellement tout ce que je voulais dire là-dessus. Et maintenant, on va faire des calculs. Donc, le premier énoncé, donc, ça va être, bon, c'est pas très dur, mais c'est d'identifier l'invariant il faut prendre le groupe de Brouwer en fait. Donc, on va prendre un X projectif lisse de façon que son groupe de Brouwer analytique et son groupe de Brouwer algébrique coïncident. Donc, le groupe de Brouwer analytique, c'est la même chose que le groupe de Brouwer algébrique. Donc, c'est torse H2 de X1 OX1 étoile est isomorphe. Donc, que je vais vous dire, oui, la cohomologie non ramifiée. Alors là, je pense qu'il y a un énoncé peut-être un peu plus général qui ne suppose pas que X est projectif. Là,
là où j'utilise le fait que X est projectif, c'est que je vais identifier finalement le groupe de Brouwer analytique au groupe de Brouwer algébrique. Alors, donc, comment on va faire ça? Une démonstration. Eh bien, donc, voilà, donc en fait, ce qu'on va montrer plus précis, c'est que si on prend la n torsion ici, eh bien, en fait, ici, je vais avoir, on peut mettre z sur nz. Alors maintenant, donc comment on va faire ça? Oui, ben donc alors maintenant, on est sur Xan. On a la suite exacte. Alors c'est ce qu'on appelle la suite exacte de Kummer, hein, qui consiste à mettre les fonctions holomorphes à la puissance n. Ici, le noyau, c'est z sur n. Et donc on a cette suite exacte là, et donc du coup ça va nous donner H2 de... On va prendre la suite exacte longue associée, et ça va nous donner que la n torsion de ce groupe, eh bien c'est quoi? C'est H2 de... Donc que je ne dise pas de bêtises, H2 de x... Donc H2b de x à coefficient dans z sur n. Donc là, on fait simplement la suite exacte longue associée à ça, quotienté par l'image de l'application H1 de xan au xan étoile vers H2 de z sur n. Donc en fait, c'est l'image de l'application C1, mais modulo n. Donc C1 n. Et donc, voilà, donc on a représenté notre n torsion de cette manière. Or, alors là, c'est là que j'utilise le fait que x est projectif. C'est pour dire que ça, c'est le groupe des Picard algébrique. C'est H1 de x, ça c'est Gaga. Donc en fait, ça veut dire que là, on trouve la cohomologie à coefficient dans Z sur n modulo la classe de cycle mod n. X, alors là je mets Z sur n, alge. Voilà. Maintenant, c'est fini parce que donc on fait la suite spectrale de Bloch-Huggins, enfin si vous voulez de Leray-Bloch-Huggins, pour calculer ce truc-là. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'en degré 2, on va avoir le H1 de x zar H1, donc de Z sur n. Et puis l'autre terme, c'est H0 de x zar H2 de Z sur n. On n'a que ces deux termes et on a dit qu'il n'y avait pas de H2 de valeur dans H0. Ça, c'est un peu trivial. Alors maintenant, cette partie-là, on sait que c'est le E2-1-1, c'est la même chose que le E infini 1-1, et c'est exactement ce terme, ce sous-machin, qui est l'image de l'application. C'est comme ça. Donc, qui est exactement la cohomologie algébrique. Voilà. Et maintenant, ça, ce terme-là, c'est le E2, donc 0, 2. Et il n'y a pas de différentiel ni qui arrive ni qui parte, à cause des annulations que j'ai. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de différentiel qui vont arriver dans un... Là, il y a un 0. Mais d'autre part, si je pars, dès que j'applique le D2, déjà, je vais tomber sur E2, 2, 1,
qui est déjà nul. Ça, c'est ce qu'on a montré. Donc en fait, ça, c'est la même chose que E infini 0,2. Donc c'est un quotient. Donc la conclusion, c'est que ceci, alors, qui est par définition notre cohomologie non ramifiée, donc, eh bien c'est notre quotient ici, infini 0,2, et c'est la même chose que... Eh bien, c'est la même chose que notre cohomologie quotientée par... par le terme E infini 1 qui était la partie algébrique. Voilà. Bon, donc là, évidemment, on n'a pas vu grand-chose à faire. Juste d'appliquer encore très légèrement la théorie développée. Et maintenant, ce que je voudrais expliquer, c'est le travail que j'ai fait avec Colliot-Hélène. Donc, il y a deux énoncés, et je vais vous montrer comment le premier entraîne le second. Et le but, et le second, ça va justement concerner l'interprétation du groupe de cohomologie non ramifiée H3. Donc maintenant, on passe à autre chose. Alors, peut-être, je vais mettre d'abord un premier théorème. Je pense que ça m'étonnerait que j'ai le temps d'expliquer comment ça marche. Mais c'est vraiment très, très important. Alors, en fait, il s'est trouvé que c'est un théorème qui avait été établi conditionnellement dans un vieux papier de Barbieri-Vialet. Mais comme c'était avant Voyevodsky, évidemment, ça avait l'air conditionnel. Et puis, nous, Colliot-Hélène et moi, donc on a fait ça après Voyevodsky, la preuve de la conjecture de Bloch-Kato. Donc ce que ça dit, c'est que donc ça c'est une conséquence de la conjecture de Bloch-Kato, donc prouvée par Voyevodsky. Ça dit la chose suivante. Les faisceaux HI de Z sont sans torsion. Ce qui est vraiment un énoncé que je trouve très très beau, enfin c'est magique, parce que on ne sait absolument pas faire ça avec les moyens du bord. Derrière, il y a de la catégorie, il y a des choses vraiment très difficiles. Non, alors là, j'exagère, je vais prendre X lisse sur C. Ça veut dire que quand je dis sans torsion, sans Z torsion, hein, vous avez une classe alpha là-dedans, et si n alpha égale 0, mais alpha égale 0. Alors ça, je vais plutôt expliquer les conséquences de ça. Mais une conséquence en fait très embêtante, c'est la chose suivante. Donc, eh bien, si X est projective lisse et rationnellement connexe, eh bien, les groupes HINR de X, Z sont nuls pour I supérieur à 0. Donc c'est ce que je vous ai dit, la cohomologie non ramifiée à coefficient dans Z n'est pas utile pour le problème de l'Urot. Alors, bon, comment ça va marcher? En fait, ce qu'on va montrer, c'est que sous l'hypothèse rationnellement connexe, ces groupes-là sont de torsion. Mais d'autre part, le théorème A dit qu'il n'y a pas de torsion dans ces groupes-là. Parce que, je vous rappelle que ça, c'est H0 de...
Donc ces faisceaux sont sans torsion, donc ça n'a pas de tension. Pas de tension. Voilà. Donc ce qui reste à faire pour montrer cette conséquence, c'est de montrer que si X est rationnellement connexe, alors ces faisceaux sont de torsion. Bon, pour ça, essentiellement, on va faire toujours un peu... Peut-être, bon, je peux expliquer comme ça en 2 minutes. On va refaire exactement la même ruse que tout à l'heure. On avait ça. On avait fait ça de manière que sur B croix 0, ça contracte sur un point, et puis B croix l'infini, ça soit dominant. Voilà, morphine ou fictime, je ne sais pas. Dominant, alors peut-être c'est mieux de prendre le transformé propre. C'est ça. Et donc à ce moment-là, j'ai un vrai morphisme surjectif qu'on peut supposer de degré n. Et alors maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, je ne l'ai pas dit, mais il y a pas mal quand même de fonctorialité pour la cohomologie non ramifiée. Donc lorsqu'on a un morphisme dominant comme ça, eh bien, on va avoir un phi infini tilde étoile et puis un phi infini tilde étoile, dont la composition va être la multiplication par le degré n. D'accord. Donc sur HINR de x z. Et puis la composée phi infini tilde étoile rond phi infini tilde étoile, c'est la multiplication par n. Et donc on conclut que ker phi infini tilde étoile est de torsion. Voilà. Bon, alors donc une fois qu'on a ça, il suffit de montrer que phi infini, que im phi infini tilde étoile est égal à 0. Or, ça, c'est pas très dur parce qu'on reprend notre U croix P1 où le morphisme est bien défini. Donc là j'ai un vrai morphisme. Et donc, ce phi, alors ce phi, donc, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que phi infini étoile est égal à l'existence de ce morphisme, ça entraîne que phi infini étoile est égal à phi 0 étoile, donc de hi nr de x vers hi nr de u. Et ça, c'est nul. C'est nul parce que le phi 0 est constant. Donc on conclut que ici, le phi infini étoile est nul. Et ça c'est fini parce que le phi infini, donc on a notre U, contenu dans B, alors j'ai éclaté ici. Ici, j'ai phi infini, et là, j'ai phi infini tilde. Le phi infini étoile, ça revient à faire le phi infini tilde étoile et ensuite à restreindre à U. Mais ce qu'on vient d'expliquer, c'est que le composé est nul, or l'application de restriction à un ouvert sur la cohomologie non ramifiée, c'est injectif. Donc je trouve que phi infini tilde étoile, composé avec la restriction à U, est égal à phi infini étoile, c'est 0. Et ça implique, ça c'est exactement la partie de la résolution de Lagos. Donc, bon, c'est une conséquence. Et maintenant, je passe à l'analogue de ce théorème pour la cohomologie de degré 3. Donc, conséquence 2. Donc encore une fois, donc c'est
Alors, copiotélène Voisin, et puis moi je ne me souviens plus très bien si Barbieri, je me souviens plus, peut-être que Barbieri Vialet n'avait pas écrit ça, je me souviens plus. Et donc, ce que ça dit, c'est, donc, si je prends X lisse sur C, pas forcément projective, et bien donc on a une suite exacte. Comme ceci. Donc, ici, je vais avoir la cohomologie de X, coefficient dans Z, transfert Q sur Z. Ici, je vais avoir la cohomologie de X, non ramifié de X à coefficient dans Q sur Z. Et là, je vais avoir le groupe Z4 de X défini comme la torsion de H4 de X modulo la cohomologie algébrique. Ça, c'est ce qu'on a défini au tout début. Bon, et d'autre part, si X est projective rationnellement connexe, eh bien, ce qu'on vient de voir, c'est que ce groupe-là est nul. Ceci est nul. Et donc, dans ce cas-là, on trouve un isomorphisme de H3NR de X Q sur Z avec ce groupe Z4 de X. Et comme je l'ai expliqué, dans ce cas-là, c'est aussi le groupe qui mesure le défaut de la conjecture de Hodge entière sur X. Voilà, ça, c'est ce que j'ai fait expliquer au début. Alors, en particulier, donc, ce résultat, combiné avec un résultat antérieur de Coyot-Hélène et Jean-Guron dans le même papier, où ils avaient introduit la homologie non ramifiée. Donc ça, c'est plus Coyot-Hélène et Jean-Guron. Il existe des variétés rationnellement connexes, projectives, de dimension 6 dans leur cas. Après, ça a été amélioré par Schreier, qui est trouvé des exemples en dimension 4, avec X, avec Z4 de X, différents zéros, c'est-à-dire des contre-exemples à la conjecture de Hodge entière en degré 4. On savait que ça existait, bien sûr, Attier-Herzebruch, Collard, etc. Mais là, c'est sur des variétés rationnellement connexes, et ça donne des invariants birationnels stables qui sont non triviaux. Donc, il y avait vraiment du travail à faire. Et en fait, ce travail de Coyot-Hélène et Jean-Guron est bien antérieur. Il date de 1988, quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'ils avaient fait à l'époque, c'était de construire des variétés comme ça, qui étaient des fibrés en conique, des fibrés en quadrique de dimension 3 sur P3. Et eux, ils avaient produit, en examinant le corps de fonction, ils avaient produit des exemples comme ceci, même unirationnels, qui avaient de la cohomologie non ramifiée dans ce degré. Et donc, finalement, ce travail-là a permis de montrer que c'était aussi des exemples sur la conjecture de Hodge à coefficient entier. Alors là, c'est assez intéressant. J'ai toujours insisté sur le fait qu'il fallait absolument prendre des modèles projectifs lisses. Et en fait, il n'y a pas de modèle projectif lisse qui apparaît dans leur papier. Ils travaillent vraiment sur le corps de fonction. Ils utilisent le fait que c'est un fibré en quadrique sur P3. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une classe de cohomologie, c'est tout ça, en fait c'est du Z sur 2N, sur un ouvert de P3. Cette classe de cohomologie, elle a des résidus forcément, elle est non nulle et elle doit avoir des résidus puisqu'il n'y a pas de cohomologie non ramifiée sur P3. Mais ils la tirent en arrière sur leur fibré en quadrique,
elle reste non nulle, mais le discriminant et le lieu de dégénérescence des quadriques est fait de telle sorte que la classe remontée n'a plus de résidus. Donc c'est assez extraordinaire comme construction, d'autant plus qu'ils arrivent à faire ça sans exhiber de modèle projectif lisse de la variété. Voilà, donc c'est comme ça que se présente leur construction. Et donc maintenant j'explique d'où ça vient. Et vous allez voir que c'est... en fait, c'est très facile. C'est très facile parce que c'est complètement formel. Une fois qu'on a 100... Ah oui, alors peut-être que... oui, je vous signale quand même que une formulation équivalente, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il faut le montrer, de façon équivalente, eh bien, si vous prenez les applications naturelles, les morphismes de faisceaux, comme ceci, en fait, on a, pour chaque i, on a des suites exactes courtes comme ceci. Mais ici, c'est une multiplication par n. Donc ça, c'est quel que soit i. C'est parce que simplement, vous voyez, si vous, sur xan, vous faites la suite exacte z, z, z sur n, ici multiplication par n, et ensuite vous appliquez le RIF étoile à ce truc-là. Ça va donner normalement une suite exacte longue, faisant apparaître ces termes, et après, donc, normalement, on a une suite exacte longue. Mais du fait qu'il n'y a pas de torsion, ces suites exactes longues vont donner une série de petites suites exactes courtes, et l'injectivité ici est équivalente à la surjectivité ici. Voilà, donc... Voilà, alors finalement, j'explique donc la preuve du théorème B. Je sais pas si je l'appelle théorème B. Eh bien, donc, voilà, on fait. Donc, on regarde la suite spectrale. Le bloc Auguste. Pour, eh bien, qui va converger vers ça. Donc, on sait quels sont les termes. Donc, ça va être, je vais dire en E2. Donc, on a E2, 2, 2. Ça, on a déjà bien étudié ça. On a vu que c'était les cycles Z2 de X modulo équivalence algébrique. Après, il y a E2, 3, non, pardon, 1, 3. Non, c'est... Et puis E2, 0, 4. Alors, maintenant, ce qu'on a vu, donc, c'est qu'en passant... Oui, alors là, je vais... Alors, ce qu'on a déjà vu, c'est que cette partie-là, donc, elle va nous donner un quotient à l'infini de 2. Et puis, c'est contenu là-dedans. Et on a vu que l'image, c'est exactement H4B de XZ âge. Ça veut dire que notre quotient, le quotient qui nous intéresse, on va dire même sans sa torsion, mais c'est ce quotient-là. Eh bien, en fait, il a d'abord comme sous-machin, enfin comme sous-groupe le E infini 1, 3. Et là, le E infini
0,4. Je n'ai rien dit essentiellement. Maintenant, le E infini 0,4, on est dans le E 0,4, donc il n'y a pas de flèche DR qui arrive. Donc ce truc-là, c'est contenu dans le E 2,04. Or, le E 2,04, c'est le H0 de H4 de Z. Et ça n'a pas de torsion. Ça, c'est le point clé. Ça veut dire que s'il y a de la torsion là-dedans, elle doit venir exactement de la torsion qui est là. Et maintenant, le E infini 1,3, il est très facile parce que, en fait, E infini 1,3, c'est la même chose que le E2 1,3. La raison est très simple. Manifestement, il n'y a pas de flèche DR qui arrive là, parce que ici c'est 1. Et il n'y a pas non plus de flèches DR qui s'en vont, parce que déjà, si je fais le D2, je vais tomber dans le H3 de H2, et on a vu que c'était nul. Ça va être encore pire si je fais des DR plus grands. Donc on a 100. Et ça, c'est H1 de X hasard de Z. La conclusion, c'est que le groupe qui m'intéresse, mon Z4 de X, c'est tout simplement Z4 de X, c'est la torsion de ce groupe, qui est notre E infini 1,3. Maintenant, c'est fini grâce à ça. J'écris cette suite exacte H3 de Z. Ah oui, alors là je l'ai mis avec des Z sur N, mais on peut mettre aussi bien des Q sur Z. J'aurais pu faire Q sur Z. Et à ce moment-là, il n'y a pas de... On a fait la suite exacte là. Et du coup, on regarde la suite exacte longue associée à ça et on trouve torsion de donc, H1 de H3 de Z. Donc le noyau de ça dans ça. Et puis ici, je vais trouver H0 de H3 de Q sur Z. Et là, je vais trouver H0 de H3 de Q sur H0 de H3 de Z. Et c'est fini. C'est exactement ce qui est écrit là. Donc ça c'est H3NR de X Q sur Z. Et là c'est... Voilà. Peut-être je vais m'arrêter là. Oui, la dernière chose que je voulais dire, j'ai tendance à voir un peu large. Donc, je vous ai dit que Schreier a des exemples où ce groupe Z4 de X peut être non trivial pour des variétés rationnellement connexes de dimension 4. Et en fait, en dimension 3, ça n'existe pas par un résultat qui est dû à moi, à savoir que si vous prenez une variété rationnellement connexe de dimension 3, eh bien, elle satisfait la conjecture de Hodge pour les classes entières de degré 4. Donc le Z4 de X est nul et donc il n'y a pas de cohomologie. Donc peut-être écrire ça quand même. En plus, parce qu'il y a quand même à la clé, peut-être une spéculation, mais... Donc X de dimension 3, lisse, rationnellement connexe, entraîne que H4 de XZ est algébrique. Voilà. Et par le théorème qu'on a fait avec Coyote-Hélène, ça nous dit que c'est équivalent en fait, de H3NR de X Q sur Z est égal à 0. Alors là, il y a une spéculation qu'on peut faire, c'est que peut-être qu'il est vrai que
Donc, un peu de spéculation, extrapolation à partir d'un seul cas. Donc, si je prends x rationnellement connexe de dimension n, projectif, est-ce que ça pourrait éventuellement entraîner que la cohomologie non ramifiée de x à coefficient de torsion est nulle? Non, il y a juste, finalement, il y a juste le cas de n égale. Alors, je pense que. J'essaie de me souvenir. Je pense que. Donc pour n égale 3, donc c'est bon, là, c'est ce théorème-là. N égale 4, ça veut dire qu'on regarde la cohomologie non ramifiée de degré 4. Ça, c'est lié à l'application d'Abel-Jacobi. Donc je pense que c'est lié à des questions concernant les 1 cycles sur l'application d'Abel-Jacobi sur les 1 cycles d'une variété rationnellement connexe de dimension 4. Et plus généralement, il y a des tas de questions intéressantes à regarder sur les invariants birationnels qu'on peut construire à l'aide des 1 cycles sur les variétés rationnellement connexes. Mais ça, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter ici. Le prochain cours, c'est la semaine prochaine? Ah non, c'est l'ascension, effectivement. Alors, oui, donc là, vacances. Mais donc après, il restera encore 3 séances. Et à partir de. Donc, alors, le 6 juin, il y aura mon cours dans la première heure. Et ensuite, il y aura un séminaire par John Otem. Et ensuite, les 2 dernières séances seront normales. Et donc, à partir du 6 juin, je vais parler des applications de décomposition de la diagonale et de nouveaux invariants qu'on peut construire à l'aide de ça. Et, bon, c'est simplement un autre formalisme par rapport. Donc, ça sera vraiment les choses nouvelles vont vraiment commencer à partir de ce moment-là. C'est tout un formalisme que je vais décrire comme.